Bonjour Arnaud, Bonjour Ali, heureux de te recevoir à nouveau pour cette entrevue, ça fait bien longtemps. toujours content d'être J'espère que ici. tu vas bien. Je vais bien et toujours content d'être ici. Ah ben, écoute, Donc merci beaucoup. c'est une excellente chose. Avant de commencer l'entrevue, je demanderai à nos auditeurs et ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner et d'appuyer sur la petite cloche s'ils veulent voir le contenu qui va être publié. On va publier plusieurs vidéos dans ces semaines qui viennent. Celle d'aujourd'hui va parler d'un sujet extrêmement important, Arnaud, Mhm. qui est la notion de contrôle pour l'évitant dans la dynamique de couple. On sait que tous les profils autocentrés mettent en place des mécanismes de contrôle. Alors on sait que chez l'évitant, ce contrôle n'est pas nécessairement sur le partenaire, mais est essentiellement sur la dynamique relationnelle. Et je voudrais qu'aujourd'hui, tu nous expliques un tout petit peu comment est-ce que cette notion de contrôle se met en place dans la dynamique de couple. Dans la dynamique de couple, on a déjà parlé du dessin projectif, des paradoxes, du confort psychologique, de l'approche amoureuse. Donc aujourd'hui, je veux que tu m'expliques les différentes phases qui se mettent en place, puisque maintenant tu as énormément de patients qui sont pas autant d'évitants que d'anxieux, je pense. Tu as quand même plus d'anxieux que d'évitants, mais tu as quand même pas mal d'évitants, tu as pas mal d'anxieux. Tu as une base de données assez grande maintenant de tous les, tout ce qui t'a été rapporté. Donc, explique-moi un tout petit peu comment cette notion de contrôle se met en place et comment cela fonctionne phase par phase. Moi, je pense d'abord ici que pour moi, c'est un peu la continuation du malaise relationnel 1 et puis 2. Tout à fait, oui. Donc, on va dire que je le vois plutôt comme un supplément d'information par rapport au malaise relationnel, et ça fait partie pour moi, quelque part, de ce qui va solidifier ou illustrer plutôt le malaise relationnel. Et en gros, avec le temps, je me rends compte qu'il y a plus ou moins 3 phases par lesquelles passe le partenaire d'un évitant. Qu'ils soient anxieux ou sécures. Ah oui, ça c'est du pareil au même. Enfin, peut-être qu'on pourra revenir sur les choses différentes. Oui, d'accord. Ok, oui. On va dire qu'en gros, les sécures mettent peut-être un peu plus rapidement les limites que quelqu'un qui est plus anxieux et l'anxieux toujours plus encore que quelqu'un qui est dépendant, vraiment affectif. Mais en gros, on va dire plus ou moins 3 stades. On a le premier stade qui est la relation de départ, donc qui est le dessin projectif. Donc, on a l'évitant qui est complètement relaxé, relâché. Ton système n'est pas activé à ce moment-là, oui. Voilà, donc on est dans le dessin projectif. Il nourrit ce dessin projectif. Pour ceux qui ont vu il faut quand même regarder le dessin projectif avant. Oui, mais tu pourrais peut-être nous expliquer un tout petit peu en 2-3 phrases qu'est-ce que le dessin projectif, à nouveau, si tu veux bien, pour les gens qui n'ont pas encore vu cette entrevue, que j'invite d'ailleurs à les visionner, mais tu peux peut-être nous... Donc le dessin projectif, j'ai vraiment pris le dessin IN à la fin et pas EIN. D'accord. Puisque le dessin, c'est déjà par extension une projection. Ici, c'est un dessin dans lequel le partenaire a toute une série de projets. Il a sa maison, il a son petit chien, oui. Il a les voyages en vue, enfin bref, tout ce qui peut, tout ce qui lui, il peut peut-être s'installer quelque part en particulier. Et on a l'évitant, qui lui, en fait, va d'une certaine manière, je vais le faire de manière très concise ici, mais il va se plugger au dessin projectif du partenaire. S'ajuster quelque part, oui. Il va se plugger, puis après, il va l'embellir. D'accord. Avec sa propre personnalité, avec tout ce qui peut aller dans le sens des fantasmes du partenaire. D'accord. Et donc, il va rajouter la petite cabane dans le jardin. Il va rajouter, en quelque sorte, son empreinte sur le dessin projectif. Du partenaire. Et donc, à ce moment-là, le partenaire est tout excité d'avoir trouvé The One. Le partenaire idéal, on va dire. Au partenaire idéal. Et voilà comment qu'on est dans la première partie de la relation. Donc, c'est tout feu, tout flamme. Aussi bien pour le partenaire que pour l'évitant. Dans cette phase, on va dire qu'il y a encore une certaine symétrie
dans la relation, puisqu'on a l'impression de se compléter, etc., etc. Arrive après la deuxième phase, où il y a une phase, la phase du réel, c'est-à-dire où il y a un engagement qui devrait s'opérer suite à ce dessin projectif. On va essayer de le concrétiser. On passe dans la phase du dur, ça veut dire on rentre dans la concrétisation du projet. Oui. Et donc, dans cette concrétisation du projet, tout doucement, l'évitant va se retirer parce qu'il est activé d'une certaine manière, c'est le réel. Il a peur de l'engagement, il a peur des obligations, il a peur de ce vers quoi ça va le mener. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il se retire tout doucement. On a le partenaire, évidemment, qui, lui, veut rattraper son évitante ou son évitant pour le remettre dans le dessin projectif, puisque son idéal, c'est de pouvoir vivre ce dessin projectif avec son évitant ou son évitante. Combien de temps met cette première phase? C'est-à-dire, cette première phase, c'est un peu la phase où, en général, tout va bien avec l'évitant. C'est la phase où les gens sont dans une sorte de légèreté, où ils sont heureux, l'évitant n'est pas activé, et le partenaire, comme tu le dis, voit qu'il a trouvé the one. Et donc, en général, cette phase-là, est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça dure? 3 mois, 4 mois, 5 mois? Alors, ça peut durer, souvent 3, 4, 5 mois. C'est ça, c'est environ ça. Hein. Oui, c'est plus ou moins le temps, le temps de ce dessin projectif, en tout cas pour qu'il reste, on va dire, toujours dans... Enfin, on est toujours dans cette phase pendant 4-5 mois. D'accord, en gros. Ok. Ensuite, lorsque l'évitant va commencer à se retirer pour toutes les raisons qu'on vient de citer, on va observer quelque chose déjà d'assez particulier, c'est qu'on va tout doucement glisser vers une asymétrie. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a le partenaire qui, lui, veut sauver sa relation avec son évitant dedans, alors que l'évitant, lui, pense d'abord plutôt à se sauver lui-même, parce que ses peurs se sont activées, donc il ne pense pas du tout à sauver la relation ou le partenaire dans la relation. C'est ça. À cause de ses peurs, à cause de tous ces mécanismes de défense, défense qui se mettent en place. Et donc, puisque dans cette phase, on a le partenaire qui est plus demandeur, finalement, que son évitant ou son évitante, de fait, il y a une asymétrie qui se met en place. Il y en a un qui tient plus à la relation et qui cherche à sauver la relation plus que l'autre, on va dire. Ici, les peurs de l'évitant lui font voir cette espèce de rentrer dans le dur, donc de rentrer dans le réel comme quelque chose de menaçant, et quelque part est dans une forme de ballottement entre son désir relationnel et ses peurs qui viennent un peu court-circuiter cela, alors que le partenaire, lui, à ce moment-là, a son système d'attachement qui est, on va dire, quelque part normalement activé, donc lui tient à la relation et il cherche à pérenniser la relation et il sent que l'évitant commence à prendre du recul. C'est ça que tu es en train de décrire. C'est exactement ça. Ok. Donc, à ce moment-là, on a une mécompréhension, une incompréhension totale de la part du partenaire vis-à-vis de son évitant, puisqu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il part. L'évitant, à ce moment-là, n'est pas clair. Il ne communique pas. Il ne communique pas. Il n'est pas toujours clair. Et il y a souvent, à la place d'explications claires, il y a quelque chose qui est confus. Voilà. L'ambiguïté. L'ambiguïté. À ce moment-là, on a le partenaire qui va commencer à se plaindre. Puisqu'il ne comprend pas, il demande des explications, et puis lui, il veut absolument que son évitant soit, dans son dessin projectif, donc il comprend absolument pas ce qu'il a fait, pas fait, et c'est important ce que je dis ici, parce que le partenaire, en général, il aura tendance à se culpabiliser. Il y a quelque chose que j'ai fait. Il demande si c'est lui qui a fait quelque chose. Oui, il se pose la question. Il n'a pas de réponse claire. Et là, on va voir l'évitant qui va commencer à souffler le chaud et le froid par rapport au dessin projectif. Donc à la fois une connexion, une déconnexion.
Et donc là commence, on va dire, une sorte de mise sous contrôle ou d'emprise, on va dire, qui va s'opérer sur le partenaire. Le partenaire, lui, s'écarte de plus en plus de son soi, de son moi, pour commencer à graviter autour de celui de l'évitant. L'évitant ne dit toujours pas les choses clairement. En réalité, il y a ses peurs, mais il y a surtout le fait que souvent il se rend compte qu'il a été pris dans une phase d'enthousiasme et qu'en réalité, c'est pas son dessein projectif. À lui. C'est ça. Tout simplement. Donc, il va essayer de faire comprendre tout doucement par des comportements qu'on peut toujours être ensemble, mais en suivant d'autres modalités. C'est ça. Qu'il va falloir tout doucement abandonner le dessein projectif au profit d'une réalité qui n'est jamais nommée. Alors, cette réalité qui n'est jamais nommée, c'est une réalité où, selon toi ici, l'évitant prend le contrôle de la dynamique relationnelle, justement en contrôlant la distance, en mettant finalement la relation plutôt à la périphérie de sa vie. Enfin, je veux dire, la relation devient quelque chose de plutôt accessoire. Le partenaire, on commence à le mettre à distance mais on veut quand même le maintenir. C'est-à-dire que le flou et l'ambiguïté ici jouent un rôle qui consiste à vouloir deux choses qui sont complètement contradictoires. Ça veut dire la présence de l'autre dans une relation engagée, mais selon des termes de l'évitant qui, eux, ressemblent moins à une relation, mais plutôt à une forme de lien unidirectionnel. Et le contrôle, ici, se met en place par le biais du fait que le partenaire, lui, cherche cette relation, cherche finalement cette première phase où il y avait une symétrie, là où l'évitant est en train de prendre de la distance, et sans véritablement le nommer, le partenaire n'arrive pas à comprendre le pourquoi. Mais ce pourquoi, c'est essentiellement la traduction de l'architecture psychologique de l'évitant, donc ce sont ses désirs et ses peurs qui sont en train d'interagir, c'est cela? C'est tout à fait cela, avec la dimension, avec le fait que c'est pas en réalité son dessein projectif, il s'en rend compte. C'est ça, oui. Doucement. C'est ça. Il dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans ce dessein projectif. C'est ça. Et puis, il va se sentir coincé, bloqué, donc ça va l'activer encore davantage. Le problème, c'est que en se retirant, il peut pas dire clairement, c'est pas ce que je voulais, parce que ça casse quelque chose. Et surtout, le partenaire risquerait de ne pas l'accepter. C'est-à-dire que Exactement. l'évitant tient quand même, on va dire ici, dans le cas où il tient au partenaire, il ne veut pas que le partenaire parte. Exactement. Puis il tient quand même au partenaire, oui, c'est effectivement, ça. Mais il peut pas affirmer ses besoins, ou plutôt ses nouveaux besoins, oui, puisqu'il les a pas étalés ou plutôt présentés au tout début de la relation. Hein? Donc, ça va être très compliqué pour l'évitant de se positionner clairement, puisqu'il peut pas s'affirmer par rapport à ça. C'est ça. Voilà. Donc, plutôt que de dire les choses et finalement de se responsabiliser ou de s'assumer, c'est quelque chose, en général, qui est très compliqué pour un évitant, se responsabiliser. Parce que ça veut dire qu'il prend la responsabilité de quelque chose et qu'en quelque sorte, il peut avoir fait une erreur ou s'être trompé. Je rappelle que il n'y a que celui qui ne vit pas, qui ne se trompe pas. Oui. Voilà, donc tout le monde peut se tromper ou faire des erreurs, c'est pas vraiment le problème. Mais disons que pour l'évitant, c'est quelque chose de très compliqué. D'assumer l'erreur. Ou d'assumer le fait d'avoir été trop emballé par le départ et tout ça. Donc plutôt que de dire les choses, il va les taire. Et donc, en général, le partenaire va vivre les choses d'une manière un peu confuse. Mais puisqu'il n'a pas de réponse de la part de l'évitant clair, donc il se dit probablement que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Mais il n'a toujours pas de réponse. Mais tout ça dans le flou. C'est-à-dire qu'en fait, pas de communication de la part de l'évitant, justement sur le fait que le dessin projectif n'est plus du tout, en tout cas n'est plus à l'ordre du jour. Et en même temps, il ne répond pas clairement sur ce qu'il veut aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, comme ce qu'il veut, c'est une forme de paradoxe, il ne peut pas l'exprimer clairement.
Oui, et parce que aussi, il faut rappeler son enfance, il n'a jamais pu exprimer ses besoins. C'est ça, Il a répondu, en fait, aux besoins de la personne d'attachement. c'est ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a pu vivre toute cette dimension émotionnelle en secret. Je veux dire, sans qu'on l'embête trop par Ou à rapport travers à ça. ce qu'on a fait, on a fait une entrevue sur le faux self à travers la création d'un faux self qui va venir quelque part barricader. Oui, exactement. Et donc, Arnaud, est-ce qu'on pourrait dire, donc je fais une parenthèse, est-ce qu'on pourrait dire finalement que ces comportements dans cette deuxième phase que tu es en train de décrire, qui est justement la phase de retrait, on va dire, quelque part, c'est la combinaison entre trois éléments qui sont les désirs relationnels et d'amour de l'évitant qui sont tout à fait normaux. C'est-à-dire, en fait, l'évitant désire, il veut une relation. Tout à fait. Il désire et il veut de l'amour. Il désire et il veut une chaleur relationnelle. Qui vient se confronter à ses peurs, qui viennent quelque part dire, au moment où je sens de l'attachement, ben, il y a une menace. Donc, les peurs viennent contrecarrer les désirs relationnels. Et tout ça chapeauté par ce faux self qui a été construit à un âge précoce, qui justement n'a pas l'habitude de se dévoiler et de montrer les choses clairement. Oui, c'est ça. Je veux dire, le faux self, donc à un âge précoce, disons plutôt que c'est de la répression des émotions. Ok. Donc, effectivement, c'est quand même une manière de se cacher, de cacher ce qu'on vit réellement. Mm-hmm. Plus tard, le faux self va se construire d'une certaine manière, comme on a pu le voir dans les vidéos qu'on a enregistrées par rapport à ça. Oui, oui. Mais effectivement, il y a une combinaison de ces trois éléments-là. Et donc, dans cette phase numéro 2, le partenaire commence à protester. Il commence à demander de plus en plus d'explications, normalement. En tout cas, il cherche à vouloir consolider son projet de vie, qui était finalement ce sur quoi, quelque part, on avait l'air de se mettre d'accord au début. Et l'évitant, à ce moment-là, sent cela comme des intrusions, il sent cela comme une forme de pression, il sent cela comme de l'intensité qu'il n'aime pas. Et il réagit en prenant encore plus de recul, c'est-à-dire qu'il met encore plus à distance, quand plus le partenaire est insistant. Exactement. Mm-hmm. Donc, le partenaire, tout doucement, va se transformer en quémandeur, mm-hmm. Un peu en mendiant de l'amour. Hein. Accorde-moi plus d'attention, explique-moi ce qu'il en est, pourquoi les choses ne sont pas claires, etc., etc. L'évitant le vit comme une oppression. Mm-hmm. Comme tu l'as très bien dit, de l'intensité, voilà. Et donc, il s'écarte de plus en plus. Et donc là, on va passer dans la deuxième phase de la symétrie, qui est une phase où, tout doucement, le partenaire va se mettre à ne plus protester et rentrer dans un état d'hypervigilance. Donc, tu veux dire que dans la phase 2, il y a deux phases? Oui, il y a deux phases. Ok, donc là, tu es dans la deuxième phase de la phase 2. C'est ça, la symétrie donc se concrétise en quelque sorte. Mm-hmm. Là, il n'y a plus de plainte, mais parce qu'en fait, le partenaire comprend que plus il se plaint, plus l'autre prend de la distance. C'est ça. Évidemment, il n'a pas envie de voir ça. Il est un peu malheureux de ce qui se passe. Donc, il devient hyper vigilant. Il commence à marcher sur des œufs. Et donc, il se met, de moins en moins à se plaindre. Il est un peu, il est un peu bloqué dans cette situation-là où il attend de voir chaque fois les choses de manière beaucoup plus claire, mais il sait qu'en même temps, s'il se plaint ou s'il bouge de trop, l'évitant partira encore plus loin. Il l'a compris là. Il l'a intégré. Ça, il l'intègre, donc il intègre la dimension de confusion, de manque de clarté, d'incohérence qu'on lui propose. Et donc, dans cette phase-là, il est un peu sous ses gardes et son système nerveux commence à être, impacté. Ok. Parce que pas de réponse. En tout cas, pas de réponse cohérente qui lui permette de comprendre ce qui se passe. Et pourtant, il tient toujours, à son évitant ou à son évitante. Après cette phase, donc l'évitant de son côté, lui regarde si son partenaire est un danger pour lui ou pas. C'est-à-dire, est-ce que il est compliant à la nouvelle mouture des relations qui sont proposées, c'est-à-dire avec cette distance qu'il accepte de ne pas se plaindre, etc., etc. Et sa liberté aussi. Sa liberté, donc c'est quelque chose qui apparaît pendant la relation. Oui.
n'existait pas au départ. S'il voit qu'il est beaucoup plus compliant et qu'il accepte en fait de peur de perdre son évitant, alors à ce moment-là, l'évitant peut à nouveau se rapprocher parce qu'il ne vit plus cette tension qui était due au fait que le partenaire était devenu un quémandeur qui n'arrêtait pas de l'embêter par rapport à ses besoins. Ok. Voilà, en gros. Donc là, on passe au deuxième stade, pardon. J'ai dit deuxième, premier. En fait, tu es dans la deuxième. En fait, tu es dans le deuxième. Là, tu viens de m'expliquer la deuxième phase, la deuxième phase, le deuxième stade de la deuxième phase. Là, maintenant, tu passes à la troisième phase. La troisième phase, c'est comment dire le stade de pétrification, c'est-à-dire là, le partenaire n'est plus en mesure de se plaindre. Ni même, donc il patientait dans la dernière phase de la symétrie, il patientait, il observait, mais il marchait sur des œufs. Là, la pétrification, c'est plutôt un état de sidération, donc il est quand même en état de choc, parce qu'il comprend absolument pas ce qui se passe, mais par contre, là, il n'est plus capable d'opposer quoi que ce soit. Donc, ça, c'est quelque chose que tu as observé d'une manière clinique dans dans toute ta patientèle. C'est ça, je regarde. Mais bon, on le voit aussi dans les commentaires. C'est ça. Et donc, à ce stade, le partenaire n'est plus en état de se défendre. C'est ça. Donc, il est complètement happé. Et donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est prier, espérer, en attendant qu'une miette tombe quelque part, enfin, tombe pas loin de lui, et qu'il puisse y goûter un peu, de manière à ce qu'il puisse à nouveau... non pas vivre, mais survivre. Alors, plusieurs questions, Arnaud. Ma première question, c'est que tout ce processus qui se met en place, comme je l'ai dit, vient en fait de l'interaction entre les désirs relationnels de l'évitant, le faux self et ses peurs. Donc, il n'est pas conscient de ce qu'il met en place à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est plutôt un automatisme chez lui. C'est quelque chose qui se met en place naturellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de réfléchir, bon, maintenant je vais changer le dessin projectif, maintenant je vais venir imposer un nouveau cadre relationnel où je vais prendre mes aises et je vais contrôler la dynamique relationnelle pour finalement transformer mon partenaire en en quelqu'un qui va s'ajuster à moi, finalement. C'est pas, il le pense pas d'une manière consciente à toutes les étapes. Tout à fait d'accord. Ok, voilà, parce que c'est pas, sinon on tomberait dans des formes de perversion narcissique, si tout a été réfléchi et pensé, parce que toutes les stratégies que tu viens de décrire ici... beaucoup d'évitants ne se rendent pas compte effectivement de tout ce qui est mis en place au fur et à mesure. C'est moi qui théorise le phénomène parce que maintenant j'ai beaucoup de données par rapport à ça et je vois un pattern qui se dessine, de la sorte. Après, donc la pétrification, c'est-à-dire que là on est vraiment rendu au rang d'objet. Et donc c'est l'exemple que j'avais pris avec la poupée, qu'on vient déballer, mais on peut venir, donc l'évitant peut venir partir comme il veut. C'est ça. La poupée doit être disponible en tout cas, la poupée doit être quelque part disponible pour l'évitant quand il le désire, dans les conditions de l'évitant. Exactement. Et puis il y a un dernier stade, mais ce stade, je n'ai encore jamais vu personne à ce stade-là, bien que c'est le stade de la fossilisation. Voilà, c'est-à-dire, là, on bouge tout simplement plus. Il y en a, il y a des gens, en tout cas, dans les commentaires, on en voit quand même pas mal. Et donc, on n'attend même plus de miettes, en fait. C'est la phase ultime, en fait. Ils restent là, ils savent même plus pourquoi ils sont là, en fait. Exactement. Et donc, 5 ans sont passés. Oui, c'est ça. Voilà, et l'évitant revient, coucou, ça va. Voilà. Donc, là, on est vraiment au stade ultime. Mais donc, en fait, il y a une dégradation qui va se faire progressivement dans la relation, au point où le partenaire ne devient plus que l'ombre de lui-même et en quelque sorte, il est dépossédé de son soi. C'est comme ça qu'il est rendu au rang d'objet. Et donc, par rapport à ça, il y a autre chose que j'ai pu, théoriser par rapport à ça, c'est que il semble que l'évitant fasse subir à son partenaire exactement la même chose qu'il a subi, lui, étant enfant, avec sa personne d'attachement. Figure d'attachement. Vas-y, explique-moi ça.
Au départ, la figure d'attachement fait comprendre à son enfant évitant qu'il est hors de question de faire, de manifester ses besoins émotionnels ou autres. Il lui fait comprendre. En fait, il va devoir répondre aux besoins de la figure d'attachement. C'est comme ça d'ailleurs qu'on le laisse tranquille, hein, petit. Oui, oui. Toute la dimension émotionnelle, il peut la vivre à l'intérieur, pas de problème, il ne l'exprime pas. Et ensuite, l'évitant accepte le deal, enfant, il accepte le deal. Donc, il échange le fait d'être en quelque sorte dépossédé de son soi, donc être coupé de soi sur le plan émotionnel, pour pouvoir survivre. D'accord. Donc, c'est comme si c'était un survivor, hein, en quelque sorte, c'est que il a décidé de laisser tomber une partie de son être, donc ses émotions, ce qui est assez terrible hein, quand on réfléchit à la question, pour pouvoir survivre. Et donc, il laisse, en quelque sorte, son authenticité disparaître. Il est obligé de se cacher. Derrière un faux self. Voilà. Sauf que on observe exactement la même chose avec, dans la dynamique entre l'évitant et son partenaire, c'est que tout doucement, il va le priver de son authenticité, c'est-à-dire que le partenaire marche sur des œufs, il n'ose plus rien dire, il n'ose plus bouger. Il se transforme, mais avant ça, il se transformait en quémandeur. L'évitant le regarde ici comme son parent le regardait, c'est-à-dire si tu exprimes de cette manière tes besoins, eh ben, comment dire, c'est que tu n'es pas, comment dire, d'abord ça se fait pas, et puis c'est que tu es faible. Donc l'évitant enregistre ça. Il ne veut pas être faible, donc il cache ça, comment dire, quand il est petit, et donc il demande exactement la même chose à son partenaire, c'est-à-dire arrêter de quémander, car de toute façon, quand je te regarde, moi, évitant, en fait, je n'aime pas voir ça. Je n'aime pas voir la faiblesse. Je n'aime pas. Mais c'est exactement ce qu'il a vécu plus jeune. C'est ça. Et Ils donc, reproduit cela. voilà. Et donc, il reproduit ça malgré lui, hein, évidemment. Moi, une fois de plus, je regarde en ombre, je vois que ça se passe toujours de la même manière. Ce n'est pas qu'un très répétitif. Exactement. C'est ça. Et donc, il le prive de son authenticité, puisque son partenaire ne peut plus être qui il est spontanément. Et tout doucement, il se met à graviter autour des intérêts et des besoins de l'évitant, de distance, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, tout doucement, de cette manière, il se dépossède de son soi. Il le dépossède de son soi, donc il le transforme en objet, en fait, ici, quelque part. Il est dépossédé de son soi, ça veut dire qu'il ne peut plus être qui il veut. Pour être avec l'évitant, il a compris qu'il va devoir, en fait, marcher au pas. Mais c'est ce que l'évitant a subi aussi lorsqu'il était petit. C'est ça. Il a marché au pas, il a accepté le deal. Enfin, si on peut appeler ça accepter le deal, puisque finalement, quand on est petit, c'est pas une question d'accepter le deal, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut survivre. Oui. Voilà. Mais ça veut dire aussi que plus tard, en fait, il va faire exactement la même proposition à son partenaire, sans s'en rendre compte. Mais pour avoir, comment dire, interrogé quelques évitants par rapport à ça, ils se rendent tous compte finalement que même si ils voient ces choses-là s'opérer, pour autant, ils n'en tirent aucun bénéfice. Ils ne sont pas heureux que ça se passe de cette manière-là. Mais ils sentent qu'ils contrôlent la situation. Mais par contre, il y a effectivement la question du contrôle. Le contrôle ici, ça devient central parce que ça me permet de vivre comme je veux réellement vivre, sans me responsabiliser sur quoi que ce soit, soit répondre sans devoir répondre à des besoins, et tout en maintenant mes propres limites. Oui, c'est-à-dire leur propre limite, c'est quelque part cette idée où en fait la relation doit être vécue d'une certaine manière, où il n'y a pas de contraintes, où il n'y a pas nécessairement un cadre contraignant. Et finalement, cette sensation de paix qui chez eux est liée à ce contrôle de la dynamique relationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont en fait de la paix quand ils contrôlent la dynamique relationnelle. C'est pas une paix qui est le fruit, je dirais, d'une évolution
où on est passé par des états inconfortables et qu'on a évolué vers un stade d'alignement plus grand, et la résultante de cet alignement serait une paix intérieure. Non, chez eux, c'est la paix de l'homéostasie, c'est la paix anti-évolution, c'est la paix pour justement maintenir leur système en place. C'est une paix, en fait, qui n'est pas un alignement, c'est une paix qui est liée au désalignement de sa structure psychologique, en fait. Oui, disons que c'est une fois de plus, c'est ce qu'il a vécu étant enfant. C'est-à-dire que... C'est ça, oui. Il reproduit quelque chose qu'il a vécu en étant enfant. Oui, c'est exactement ça. Oui. Ça veut dire qu'il reste donc en lien avec toi, mais avec les distances qui lui sont nécessaires pour pouvoir continuer malgré tout à te fréquenter. Oui, mais tu m'as dit des choses qui m'ont intrigué. La première chose, enfin des choses qui m'ont intrigué, on le sait, mais on va quand même les partager ensemble pour nos auditeurs. Donc, selon l'architecture psychologique de Lévitan, l'attachement est une faiblesse. Oui. Ok. À partir du moment où l'attachement est une faiblesse, et je parle ici sous ton contrôle, tu m'arrêtes si je me trompe. À partir du moment où l'attachement est perçu comme une faiblesse, est-ce qu'on peut considérer l'attachement comme étant consubstantiel ou plutôt naturel à la nature humaine? C'est-à-dire que l'attachement est quelque chose de naturel pour l'être humain. Oui, ça fait l'ombre d'aucun doute. Okay. Je veux dire, on peut grandir avec des problèmes liés à l'attachement, d'ailleurs par rapport à l'anxieux, par rapport à l'évitant et par rapport aussi à d'autres formes. C'est ça. Oui. Mais c'est toujours en lien avec un attachement. D'accord. Il n'y a aucun enfant qui se construit tout seul sans rien du tout. Et d'ailleurs, même par exemple les orphelins, ils se construisent toujours aussi avec une figure d'attachement, et notamment ça peut être un éducateur, ça peut être une personne en fait, une figure d'attachement. Donc l'attachement est naturel en fait. Ah oui, c'est important. Oui, ça effectivement. Donc à partir du moment où l'attachement est naturel et à partir du moment où l'attachement est perçu comme une faiblesse pour l'évitant, est-ce que finalement ce que tu viens de me décrire, tes 3 phases, ne serait pas une forme de hacking, une forme de, comment dirais-je, tu viens hacker le système naturel d'attachement des individus non évitants qui, pour eux, ne perçoivent pas l'attachement comme nécessairement quelque chose de menaçant ou quelque chose de problématique. C'est-à-dire, en fait, en réalité, c'est comme si l'évitant, à travers ce que tu viens de me dire, t'impose une sorte de lutte d'ego dans lequel celui qui s'attache est celui qui va perdre parce que c'est celui qui va être sous contrôle. Celui qui va perdre, celui qui... C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es attaché, donc ça veut dire tu tiens à moi, tu tiens à la relation, donc je peux t'imposer quelque chose que toi, tu ne pourras pas m'imposer, puisqu'en fait, toi, tu es plus attaché à la relation, tu es plus attaché à moi que moi, mon système d'attachement me dit. Moi, mon système d'attachement me dit la relation, c'est quelque chose de périphérique. Elle est là, elle n'est pas là, ça ne change pas grand-chose à ma vie. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent à partir de leur architecture psychologique. Et donc, ils viennent hacker, quelque part, le système d'attachement des sécures et des anxieux pour venir imposer une architecture psychologique qui est la leur à la dynamique relationnelle. Oui, on peut parler de hacking. En fait, hacking non intentionnel. Non, bien sûr, oui. Mais hacking quand même. Oui, c'est ça. Parce que en fait, lorsqu'on voit tout ce qui est mis en place, la connexion, la déconnexion, le rapprochement, le donner des miettes, tout ça effectivement, la recherche de défauts. Voilà. Donc toutes ces choses-là, effectivement, quand on les prend une à une, d'ailleurs, ce sont des choses qui ne sont pas spécifiques à un mode opératoire d'évitant, mais toutes ces choses-là donnent des effets toxiques. C'est important de le dire, ça. Voilà. C'est ça. Alors, c'est pas parce que même si c'est pas intentionnel. C'est pas parce que c'est pas intentionnel que pour autant il n'y a pas d'effet toxique à ça. Sur la dynamique relationnelle. Sur la dynamique relationnelle et tout simplement sur le système nerveux du partenaire. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. C'est-à-dire que le partenaire se retrouve pas simplement en hypervigilance, c'est tout son système nerveux, pour beaucoup, qui se met à se déréguler complètement. Tu vois ça chez beaucoup de partenaires, toi. Oui. Et même sécure, hein. Ah oui, ça change rien. C'est ça. C'est-à-dire que... La seule différence, c'est que le sécure peut mettre éventuellement ou théoriquement des limites plus rapidement. Disons qu'il a plus la conscience, mais attention, avoir conscience qu'on peut mettre des limites, ça ne veut pas dire qu'on est capable de mettre des limites. C'est 2 choses différentes ici. D'accord, mais on va revenir sur l'histoire des différents profils de partenaires et comment ils réagissent. Mais donc Arnaud, ici, donc tout ce que tu viens de me dire, dans ce qui se met en place, on peut donc parler d'un hacking de quelque chose de naturel qui est le système d'attachement. Oui, on peut le dire. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut le dire, puisque en fait, le partenaire est méconnaissable.
Donc, lorsqu'il échange avec des amis, ou on se rend compte effectivement qu'il y a quelque chose qui a été... Qu'il accepte des choses qui, en temps normal, Oui, puis qu'il est complètement chamboulé. Je veux dire, c'est ça. quand je parle d'un dérèglement, une dérégulation du système nerveux, c'est qu'on observe des choses des choses qui sont très précises, des tachycardies, des arythmies cardiaques, des choses qui sont liées, comment dire, des problèmes d'anxiété de plus en plus importants, des problèmes musculaires, des problèmes gastriques. C'est ça. On voit toute une série de choses qui ne peuvent s'expliquer que par un stress qui se chronifie tout doucement. Et qui entraîne en fait on va dire des pathologies psychosomatiques chez... Exactement. Ouais, ça, on le voit de plus en plus, par exemple. Enfin, par contre, c'est ça. C'est ça. Alors, dans ton expérience, et bon, d'après la littérature qu'on connaît sur le sujet, comment ça se passe? Parce qu'en fait, ce que tu es en train de me décrire, c'est véritablement, comme tu disais, la perte de soi. Donc, c'est-à-dire, les partenaires deviennent des gens qui se soumettent complètement à une dynamique unidirectionnelle qui est imposée par l'évitant. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu résistes? C'est-à-dire, ce que tu me décris là, c'est des gens qui se sont complètement soumis, finalement. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les partenaires? Alors, ok, excuse-moi, tu vois. Ouais, dis-moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les partenaires qui, eux, restent dans la phase de résistance? C'est-à-dire, voilà, tu comprends pas, tu résistes, tu veux discuter, tu veux parler, tu veux clarifier, et tu ne lâches pas l'affaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des partenaires qui vont pas nécessairement se soumettre plus facilement, voire des partenaires un peu plus assertifs. Hein, tu sais, des partenaires qui sont un peu plus... qui quelque part ne sont pas habitués à se plier. C'est des gens qui peuvent être beaucoup plus dominants, ou alors des partenaires qui ne sont pas nécessairement dominants, mais qui ne vont pas non plus accepter qu'on leur impose des dynamiques unidirectionnelles. Qu'est-ce qui se passe plutôt avec ces partenaires-là? Je m'exprime expressément avec ces termes-là, parce que pour moi, alors tu parleras aussi, enfin tu me diras ton opinion, anxieux, sécure, évitant, ça c'est juste un style d'attachement. Mais ensuite, on a des autres couches dans la personnalité. Par exemple, tu peux avoir des gens qui sont légèrement anxieux, mais qui sont très dominants, par exemple. Même si, théoriquement, quelqu'un qui est indépendant affectif peut difficilement être très dominant, parce que quelque part, sa dépendance affective entraîne des failles qui vont faire qu'il va très souvent vouloir plaire à tout prix, et donc il va se soumettre à certaines choses. Mais justement, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les partenaires qui, à un moment donné, refusent tout ce processus, ces trois phases que tu viens de me décrire? Quels sont les partenaires qui justement vont résister contre cela, et comment ça se passe s'ils résistent? Alors, les partenaires qui résistent, on les voit fort peu en consultation. Déjà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Oui. Mais mettre des limites plus rapidement et les faire respecter, eh ben, ça casse la relation. Donc, ça casse la relation parce que de toute façon, l'évitant n'est pas prêt à se plier à un système en fait qui ne lui est pas favorable, naturellement. Je parle de l'évitant qui n'a pas fait de travail sur lui. Hein. C'est ça. Donc, il doit imposer une certaine forme de contrôle pour pouvoir vivre son indépendance, son autonomie, la liberté de mouvement. Donc, pour ça, il est obligé, malgré lui, de contraindre l'autre à accepter une certaine forme de relation. Ok, c'est-à-dire où il devra... Donc tu veux dire que si le partenaire, il n'accepte pas de se plier, en général, ça casse la relation? Oui, ça casse la relation. Ok, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Donc ça casse la relation? Oui, ça casse la relation. Donc tu vas me dire que finalement, il y a deux issues possibles pour rester avec un évitant qui ne fait pas de travail sur lui. C'est soit tu deviens quelqu'un qui se soumet à cette dynamique unidirectionnelle. Oui, mais donc expliquer quand même que se soumettre ici, en fait, ça se fait... naturellement, oui, c'est un processus. Oui, mais ça se fait d'une manière très subtile. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas comme ça a priori. Hein. Non, tout à fait. Mais oui, que le partenaire, en général, il veut sauver la relation et son évitant dans la relation. Oui. Donc, il est capable, en fait, de s'écarter de lui-même pour pouvoir aller récupérer son évitant. Le problème, c'est qu'en s'écartant trop de soi, on finit par se perdre. Et c'est pour ça que je dis, pour moi ici, c'est très, très important de comprendre la différence entre être conscient de quelque chose et être capable de pouvoir sortir de quelque chose. C'est encore autre chose. Donc je peux tout à fait être conscient que là, je vais beaucoup trop loin par rapport à ce que je suis normalement censé faire. Et en même temps, c'est plus fort que moi
puisque c'est mon système nerveux qui est hacké. Et c'est mon système nerveux qui est nécessiteux ici pour pouvoir se retrouver quelque part apaisé, même momentanément, par ce que va lui donner en parcimonie son évitant. Oui, c'est ça. Ben, on connaît un peu toutes les stratégies qui se mettent en place dans cette deuxième phase dont tu parles, c'est-à-dire la mise à distance, le donner des miettes, la construction de récits, c'est-à-dire que les histoires sont tournées d'une manière totalement reconstruite, où justement l'évitant n'a jamais aucune responsabilité. Exactement. On va reconnaître souvent l'évitant en ce cas-là, c'est qu'en réalité, il a jamais aucune responsabilité. Quand il reconstruit les histoires, c'est très intéressant. C'est comme des pièces de puzzle, oui, où il met de côté les pièces de puzzle qui vont... il est responsable de rien. Il est responsable de rien, en fait. Et à chaque fois, les reconstructions des histoires tournent autour d'un récit qui va idéaliser finalement sa propre personne. Et justifier ses comportements. Et justifier ses comportements, c'est ça. Voilà. Le donner des miettes. Donc pour justifier un sabotage, pour justifier des comportements de type ambiguïté, confusion, etc., il est obligé en fait de... je me perds ici. Qu'est-ce que je disais? Mais de reconstruire l'histoire, en fait. Oui, c'est ça, de reconstruire l'histoire, mais surtout de ne jamais se responsabiliser et surtout renvoyer la chose à son partenaire. Bah oui, parce qu'en fait, la recherche de défauts, par exemple, c'est essayer de te mettre dans une position de faiblesse. Je fais ça parce que, si jamais tu vas trop loin, je fais ça parce que, en fait, c'est toi qui m'y as obligé en quelque sorte. C'est ça. Mais moi, je suis en général une victime, une pauvre victime, et je n'ai rien à voir dans tout ce qui se passe. Oui. Ben, en tant que profil autocentré, l'histoire de la victimisation, c'est très classique en fait. Hein. Tous les profils autocentrés sont des... Ceci dit, il y a des évitants qui commencent, qui entament un travail sur eux et qui commencent se rendent compte de cela. Oui, qui se rendent compte, tout à fait. Ça, il faut quand même le dire, c'est important. Oui. Où ils voient effectivement une partie de leur responsabilité dans l'histoire. Alors, pas toujours de manière claire, mais il y en a effectivement qui sont capables de voir même très clairement. Oui. Ce qui est mis en place. Mais pour contrôler la dynamique relationnelle, puisque c'est quand même le sujet de notre entretien, par exemple, un des processus qu'on met en place comme la recherche de défauts, essayer de trouver des défauts à l'autre pour essayer de se poser dans une position de supériorité et l'autre dans une position d'infériorité. Toutes ces stratégies comme de donner des miettes, la mise à distance, la recherche de défauts, sont des stratégies qui lui permettent de prendre le contrôle de la dynamique relationnelle face à quelqu'un qui est dans une logique de commande. Il va être commandeur. L'autre va être dans une logique de demande, et lui va être dans une logique, je te donne quand j'ai envie. Oui, c'est ça, mais donc ça lui permet de se sentir beaucoup plus libre et moins activé. C'est juste ça en réalité. Hein, c'est ça. Et d'échapper à la responsabilité émotionnelle. C'est ça. Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être responsable de quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier que l'évitant grandit sans cette dimension de responsabilité émotionnelle, puisque en réalité, il n'a jamais pu s'exercer par rapport à cette dimension, puisqu'il en a été privé de manière très précocement, en quelque sorte. Hein. Donc, du coup, il n'a jamais pu s'exercer avec cet appareil émotionnel. Oui. Donc, le fait de pouvoir reconnaître quelque chose ne lui a jamais réellement été proposé. Donc, puisque c'est quelque chose qu'il a vécu seul avec lui-même. Oui. Oui. Donc, on lui a parce qu'il faut aussi expliquer ça. Ça me semble important, c'est que souvent, ce que je vois dans les familles de personnes évitantes, c'est que ils ont été confortés dans le fait de garder cette partie émotionnelle pour eux. Ils ne peuvent pas exister à travers cette partie émotionnelle. C'est combattu en quelque sorte. Par contre, en échange, ils sont nourris, logés, potentiellement aussi félicités pour certaines choses par rapport à des choses qu'on attend d'eux, mais pas par rapport à cette dimension émotionnelle. Donc plus tard, si on n'a pas exercé cet appareil émotionnel, c'est très compliqué de pouvoir se responsabiliser sur quoi que ce soit. C'est donc pour ça qu'on voit très très souvent dans les histoires entre évitants et partenaires un manque flagrant de responsabilisation. Donc ça revient très très souvent. Aucune remise en question, aucune introspection. Oui, parce que le problème de la remise en question, de l'introspection, c'est qu'il aurait fallu s'exercer déjà plus jeune par rapport à ça.
Donc cette chose-là, on la tait, on la met au plus profond de soi, on n'en parle pas, et on peut parler de tout sauf de ça. Mhm. Donc quand il rentre en relation, le partenaire, lui, il n'a pas vécu la même chose dans son enfance. Oui. Lui, en général, il a pu s'exprimer sur le plan émotionnel, on a tenu compte finalement de ses états d'âme. Et donc c'est une rencontre d'un autre type, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais Arnaud, par rapport à ça, donc tu veux me dire que on en revient au type de partenaire, donc les partenaires plus assertifs, finalement, qui vont pas lâcher l'affaire et qui vont pas se soumettre, ça va casser la relation. Oui, ça casse d'office la relation. Ça casse d'office la relation, ou alors le partenaire finalement se soumet à cette logique unidirectionnelle. Mais alors, ici, la question que je te pose, Arnaud, c'est que l'évitant vient avec des arguments, et on peut entendre ces arguments même d'ailleurs chez certains coachs. Ben, en fait, pourquoi est-ce que le partenaire, finalement, ne refuserait tout simplement pas, d'une manière tout à fait logique et légitime, ce qu'on lui impose? Il pourrait dire, ben voilà, ça ne me convient pas. Et en fait, l'idée, ce serait que ici, les gens pourraient sortir de cela tout seuls, automatiquement, facilement, malgré qu'ils sont dans le flou, dans l'ambiguïté, qu'ils ne comprennent pas, et qu'il suffit de mettre des limites et de ne pas accepter pour sortir de là. Or, le problème, c'est que ce qu'on observe, c'est que beaucoup de sécures et plus encore d'anxieux, mais beaucoup de sécures, n'arrivent pas à sortir de là. Parce qu'en fait, la question est de savoir, mais si tu dois sortir de là, le problème, c'est que tu ne comprends même pas dans quoi tu es. On va dire, cet état de confusion, cet état que toi-même tu as décrit dans tes différentes phases, semble ne pas permettre de faire ce qu'on appelle de prendre une décision éclairée, c'est-à-dire de prendre une décision sur base de données qu'on comprend et qu'on connaît. Parce que justement, une des raisons pour laquelle tu peux prendre une décision, c'est que ta décision est basée sur des informations qui te semblent qui te semble clair. C'est-à-dire que tu prends une décision sur base de données que tu possèdes. Voilà ce qu'on me propose, voilà ce que je vis, ça ne me convient pas, mais au moins tu sais qu'est-ce qui ne te convient pas. Or, la plupart de ces partenaires, ils savent même pas qu'est-ce qui se passe. Non seulement ils savent pas ce qui se passe, mais surtout, ici, il faut faire le distinguo entre la prise de conscience de quelque chose, et ce que je disais tout à l'heure, mais je vais peut-être encore un peu mieux l'expliquer ici, et la capacité. Pour le partenaire, en réalité, c'est son système nerveux qui est hacké. Donc, quand le système nerveux est hacké, ou le système de récompense aussi, l'impulsion, on va dire en quelque sorte, on peut le comparer à un addict au jeu. L'addict au jeu sait parfaitement il est tout à fait conscient qu'il est addict, mais il peut pas s'en empêcher. C'est ça. Voilà, il est obligé de retourner au casino et on est obligé au bout d'un moment de le mettre sur une liste pour qu'il ne puisse plus rentrer au casino. C'est ça. Il ira sur Internet pour continuer à jouer parce qu'il a besoin de vivre ça. En fait, c'est comme si son système réclamait quelque chose maintenant que seul l'évitant pourrait lui donner. C'est ça. Mais attention, il me semble que c'est tout ce que tu viens de décrire ici, toutes ces phases que tu viens de décrire, comme on l'a dit, ressemblent à ce que d'autres formes de manipulateurs mettent en place, mais chez l'évitant, c'est totalement c'est inconscient. Tous ces processus sont inconscients, mais la manière dont l'autre est contrôlé, est mis sous contrôle ou est mis sous emprise, finalement, ressemble à des stratégies de manipulation qui sont très connues dans d'autres profils, tels que les narcissiques ou les pervers narcissiques encore. On peut. Effectivement, il y a des manières d'approcher que je n'arrive pas à retrouver de mots. J'arrive pas à retrouver le mot pour dire, pas un processus, mais pour dire, c'est pas un mécanisme non plus, mais une manière de procéder. Voilà, je trouve ça, une manière de procéder qu'on retrouve effectivement dans d'autres profils. Ici, l'évitant surtout, ce dont il va être conscient, c'est par rapport à son niveau de contrôle. C'est ça. Ça, d'une manière générale, donc autant il se rend pas toujours compte de tout ce qu'il met en place pour pouvoir arriver à ça. Par contre, il sait, et ça je le vois de plus en plus, puisqu'il y a quand même beaucoup de témoignages par rapport à ça, il sait le niveau de contrôle qu'il a dans la relation. C'est ça, il sent finalement, quelque part, le niveau d'emprise qu'il a sur la dynamique relationnelle. D'ailleurs, c'est ce qui lui permet de bouger d'une certaine manière. C'est ça. Donc voilà, ça, il est conscient de ça. Mais Arnaud, un cas de figure que j'ai un peu étudié, puisque j'ai cherché de la documentation, j'ai beaucoup d'études, mais je ne vais pas commencer à les citer comme dans les autres entrevues.
Qu'est-ce qui se passe quand l'évitant tombe sur un profil qui n'est ni assertif, puisque l'assertif va quelque part venir casser la relation. Celui qui se soumet, il devient un objet. Qu'est-ce qui se passe s'il tombe sur un manipulateur qui va feindre le fait de laisser le contrôle de la dynamique relationnelle à l'évitant, ne va jamais activer l'évitant, mais va quelque part retourner l'évitement contre l'évitant et va profiter de ce qu'il peut obtenir de l'évitant tout en ne l'activant pas. Parce que ça, c'est assez documenté. En général, un évitant non travaillé tombe souvent sur des formes de manipulateurs qui, justement, respectent totalement le confort psychologique et la paix illusoire de l'évitant en le mettant dans un état complètement confortable. Mais en retournant finalement l'évitement contre lui-même, c'est-à-dire qu'il vit sa vie dans un mensonge total. On ne sait même pas exactement comment le manipulateur vit une autre vie, mais avec l'évitant, il a parfaitement compris comment mettre en place la dynamique relationnelle pour qu'elle soit fonctionnelle. On a beaucoup de documentation là-dessus aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Oui. Effectivement, puisque si on a un manipulateur, il n'active pas l'évitant. Comme il n'active pas l'évitant, l'évitant peut continuer à être dans cette phase un peu de lune de miel, on va dire. Hein. Là, ici, on ne parle pas spécialement du dessin projectif, mais dans quelque chose qui est de l'ordre de la lune de miel. Et il peut prolonger ça de manière indéfinie. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, le fait qu'il ne s'active jamais va permettre en fait à la relation de se pérenniser dans une sorte de superficialité qui arrange finalement l'évitant, mais qui est vécu dans le mensonge. Oui, disons que le manipulateur, il peut maintenir son évitant ou son évitante justement dans une non-croissance, juste des activités, on va dire, dopaminergiques, et qui vont jamais permettre d'aller plus en profondeur et de risquer de l'activer. Parce que ce qui active un évitant, c'est la dimension... alors, il y a deux choses qui vont l'activer. Ici, c'est important aussi. Il y a l'exigence émotionnelle. L'exigence émotionnelle. Et la confrontation émotionnelle. D'accord. Donc ça, c'est ce qui active principalement un évitant. Ici, dans ton cas, le manipulateur ne l'active jamais à ce niveau-là. C'est ça. Que lui, il est juste là en superficialité. Alors, il faut quand même qu'il puisse donner de la chaleur à l'évitant. Hein. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui sera trop auto-centré par rapport à un évitant, ça ne marchera pas non plus. Il faut quand même quelqu'un qui donne. L'évitant a besoin de chaleur. C'est intéressant ce que tu dis. On va revenir là-dessus jusqu'à quand tu as fini. Vas-y, continue. Donc, comme il a besoin de chaleur, il faut absolument quelqu'un qui donne. Donc, si on a un manipulateur qui peut feindre de donner, ou de donner même sur un niveau purement superficiel, il peut, ne jamais activer l'évitant. Pourquoi ? Parce que l'évitant pourra partir, revenir, sans que le manipulateur fasse mention de ses propres besoins. Il pourra donc faire croire à l'évitant qu'une relation sans besoin, c'est tout à fait possible. Donc, que cette relation fantasmée de l'évitant, où le partenaire n'aurait aucun besoin et que lui n'aurait aucun devoir par rapport à cela, aux besoins de son partenaire, le manipulateur peut très bien mettre ça en place. Hein. Ah oui, sans problème. Mais donc... Mais il faut qu'il donne de la chaleur quand même. Hein. C'est ça. Il faut qu'il donne de la chaleur. Mais donc, ce que tu veux dire, c'est que si, par exemple, un partenaire se présente à un évitant et lui propose, par exemple, un cadre relationnel relativement léger avec aucune contrainte, par exemple, un cadre relationnel de type amitié amoureuse, où chacun chez soi, chacun sa vie, on se doit rien, tu vis ta vie, je vis la mienne, t'es libre, je suis libre, et on se voit quand on peut se voir. Sur papier, c'est ce qui convient à l'évitant, mais on sait aussi que selon nos études, c'est pas ce qu'il veut, ce qui n'est pas ce qu'il accepte non plus. Donc, comment tu expliques cela ? C'est-à-dire que, en fait, c'est le fait qu'il a besoin de chaleur relationnelle. Chaleur relationnelle et contrôle. Ok, c'est ça. Donc, le fait que tu viennes lui imposer, toi, un cadre léger, ça ne marche pas, en fait. Non, en général, ça ne marche pas. Parce que, alors, il va se dire, il y a anguille sous roche,
cette personne veut profiter de moi ou cherche quelque chose que je ne connais pas. C'est ça. Donc, il faut chaleur et contrôle émotionnel. Ça passe toujours, la chaleur passe très fréquemment, pour pas dire tout le temps, par le contrôle émotionnel. C'est ça. Donc ici, l'idée, c'est que... Donc tu dois quand même me chasser. Moi, en tant qu'évident, je dois me sentir chassé quand même par l'autre. Exactement. C'est-à-dire que, voilà, justement, donc un principe de réciprocité qui pourrait finalement, sur papier, arranger tout le monde, même si c'est un lien léger, ne les arrange pas, en fait. Non. C'est-à-dire que toi, en réalité, tu dois être en relation avec eux et ils doivent être en lien avec toi. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont toujours vécu étant petits. C'est ça. C'est-à-dire, on rentre en relation, quoique le parent, est-ce qu'il est réellement en relation avec son enfant? Non, il est aussi en lien. Non, il est dans une logique unidirectionnelle, hein, obligatoirement. Oui, il est aussi dans une logique unidirectionnelle, effectivement. Donc, on est lien pour rien. Donc, l'enfant apprend effectivement que le lien, c'est la relation. Voilà. Donc, le parent, effectivement, peut être aussi, lui, de son côté, vis-à-vis de son enfant, en lien, pas en relation. Et en fait, ça s'explique assez simplement. C'est que comme cette dimension émotionnelle n'existe pas réellement, donc le fait que la dimension émotionnelle n'existe pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une protection du parent vis-à-vis de son enfant lorsqu'il se retrouve même en lien. C'est-à-dire on ne parle pas de ça, ça c'est l'accord tacite qu'on a de tout ce qui est émotionnel. Néanmoins, tu fais partie de ma tribu, donc tu seras protégé, nourri, logé, et je te défendrai. D'accord. Mais par contre, l'accord tacite, c'est qu'on ne parle pas de cette dimension, que ça soit pas mis en avant la dimension émotionnelle. Mais alors, est-ce qu'on peut dire finalement ici que les partenaires d'Évitant qui ont vécu ces expériences, en tout cas tout en eu énormément en consultation, ils sont pas fous en fait. Ce qu'ils ont vécu, c'est quand même quelque chose de... C'est du lourd. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'extrêmement, extrêmement complexe à comprendre. Et ça te met dans des états de confusion qui sont quand même extrêmes. Et on a quand même vu des gens qui étaient, mais je sais pas, sans vouloir jeter la pierre à d'autres professions, mais on a vu quand même des gens qui avaient des positions, des chefs d'entreprise, des médecins, même des psychologues, qui étaient complètement perdus face à ces comportements. Tout à fait. Complètement perdus face à ces comportements, et ils se demandaient finalement, est-ce qu'ils sont pas fous? C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quand aujourd'hui, avec le recul, on explique tout ce qu'on explique, c'est comme si on donne des clés pour pouvoir décrypter tout ce qu'ils ont vécu. Non, ils sont pas fous, en fait. Non, ils sont pas fous. C'est hyper complexe. C'est extrêmement complexe, voilà. Et il faut dire, voilà, que même si on est conscient, donc à la question que tu posais tout à l'heure, on peut être très conscient de ce qui se passe, c'est-à-dire où on se sent loin de soi, dépossédé de son soi, et donc de son libre arbitre en quelque sorte, et pour autant ne pas pouvoir agir ou réagir dans la situation relationnelle qu'on a avec un évitant. Tout à fait. Parce que le système nerveux est hacké, le système émotionnel est hacké. Et donc c'est comme si on était en manque, c'est comme si on était dans une addiction. Je sais, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis quand même happé, j'attends quand même cette miette. Même si elle vient au bout de X temps, cette miette qui ne vaudra pas grand-chose, ça va devenir mon tout. C'est l'histoire du casino. En fait, j'ai gagné une fois, puis j'ai perdu 15 fois. J'attends la 16e fois, peut-être que je vais gagner à nouveau. C'est ça, et même si je gagne $5, c'est bon, quoi. C'est ça, c'est l'idée de gagner. C'est pour ça qu'il accepte de donner de miettes, en fait. C'est l'idée de savoir, finalement, qu'on est toujours ici en lien avec son évitant. Et que ça, finalement, à la fin, lorsqu'on passe les différentes phases, ce n'est plus que ça qu'on attend. Et donc, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas attendre ça d'une relation. Sauf que le partenaire, en fait, il est dans une situation telle que son système nerveux est hacké, son système limbique est hacké, tout est hacké. C'est ça. C'est ça. Donc, tout est hacké, donc il est complètement dans une phase où il ne comprend pas. Non seulement il ne comprend pas, mais il est pris au dépourvu. Et même s'il voulait faire autre chose, il ne pourrait pas. Donc, quand on dit « il suffit juste de quitter la relation », je suis d'accord avec toi, Madi. Oui. C'est pas aussi simple que ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, ici, ayant étudié l'ensemble des discours qui existent sur le sujet,
étant plutôt conceptuel et dans un esprit philosophique, je me suis posé la question de savoir comment ça se fait qu'on a tant de discours divergents sur ces questions. Et je me suis rendu compte finalement que tout dépend de ce que moi j'appelle en fait le point de départ, c'est-à-dire la référence de départ qu'on mobilise. C'est-à-dire, je m'explique. Dans une relation, on en a parlé déjà Arnaud, il y a 3 éléments à prendre en considération. On a 2 sujets, donc on a 2 perspectives, et on a le type de dynamique relationnelle, ça veut dire le cadre relationnel que les 2 sujets mettent en place. On a parlé de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça signifie ces comportements pour un évitant. Donc on a bien expliqué tout cela, c'est-à-dire que on explique voilà dans la perspective de l'évitant, il y a des paradoxes, il y a des contradictions internes, il y a un désir relationnel, désir d'amour, des peurs, un faux self, tout ça se met en place et ça se traduit de cette manière-là. Tu viens d'expliquer, on a fait pas mal d'entrevues sur justement le malaise relationnel qui était la genèse de l'entrevue d'aujourd'hui. Donc, on a expliqué qu'est-ce qui se passe chez le partenaire. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le 3e angle ou la 3e perspective qui, selon moi, est importante et qu'elle est très rarement abordée. C'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la dynamique relationnelle elle-même. Je m'explique. Par exemple, si 2 personnes se mettent d'accord pour vivre une relation très légère, ils sont tous les 2 conscients, ils font un choix éclairé d'un certain type de dynamique relationnelle, ma foi, ils vivent quelque chose en pleine conscience de ce dans quoi ils sont. Or, on sait que dans ce que tu viens d'expliquer entre la phase 1 et la phase 2, quand tu l'as expliqué, et la phase 3, il y a un changement de dynamique relationnelle. D'accord ? Il y a un changement. Progressif, ça se fait progressivement et naturellement. Tout à fait. Et donc, ce changement de dynamique relationnelle entraîne des conséquences relationnelles. C'est-à-dire, il entraîne des conséquences sur l'idée qu'on a du lien ou de la relation qu'on a, toi et moi. Par exemple, si moi je m'engage dans une relation avec toi, je suis complètement engagé dans une relation. C'est une relation dans le sens plein du terme. Dans la phase 1 que tu as décrite, très bien, l'évitant semble être dans la même chose. Exactement. Ok. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on passe à la phase 2 et qu'on rentre dans le dur ou dans le réel ou dans la concrétisation de la relation, les peurs de l'évitant viennent court-circuiter ce passage. Tout à fait. Et donc, on met en place quelque chose d'autre. Cette autre chose qu'on met en place, c'est l'architecture psychologique de l'évitant qui vient s'imposer à la relation qui, théoriquement, est basée sur la réciprocité. Tu l'as dit toi-même, au début, il y a de la symétrie, et puis la symétrie se met en place à la phase 2. Et comment ça se fait qu'il y a une asymétrie qui se met dans la phase 2 ? C'est tout simplement parce qu'on passe de ce qu'on peut appeler une relation à un lien. En tout cas, dans la perspective de l'évitant. Là où le partenaire reste dans la relation. C'est très, très juste ce que tu dis. Dans la première phase, effectivement, on a l'impression d'être en relation. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une réciprocité, c'est pour ça qu'il y a une symétrie. Là où il y a un problème, c'est dans la phase 2. Au moment où on passe dans la phase 2, le partenaire reste dans une relation et subrepticement, l'évitant te fait rentrer dans un lien unidirectionnel. Tout à fait. OK ? Mais toi, tu restes en relation. Tout à fait. Donc la symétrie, elle vient de là. Oui. Et ça, c'est ce que moi j'appelle les conséquences relationnelles sur la structure même de la relation. C'est-à-dire indépendamment de l'individu 1, l'individu 2. Ça, c'est les 2 perspectives des 2 sujets. Ensuite, il y a la conséquence sur la relation elle-même. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel ? En fait, toi, tu es en relation, et donc tu te comportes comme quelqu'un en relation, là où l'autre, il commence à t'imposer un lien. Et donc, toi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, l'autre ne te dit pas ce qui se passe. Donc, tu commences à voir des choses, mais pour moi, est-ce que j'ai décrit les choses correctement ? Est-ce que finalement, il n'y a pas un passage de la relation au lien ici ? Oui, tout à fait. Il y a un passage, parce que, en fait, dans sa phase enthousiaste, l'évitant se lâche complètement, et donc il n'a pas de frein par rapport à l'échange, on va dire, par rapport à la réciprocité, puisqu'il y a encore une dimension très fantasmatique pour l'évitant. C'est dans la deuxième phase où automatiquement il y a le be yourself, quoi. C'est-à-dire je dois me retrouver, et donc ma nature, c'est quoi ? C'est le lien. C'est pas du tout la relation. Alors, et le lien, c'est ce avec quoi je me suis construit. C'est ça. Voilà. Donc moi, je continue. Donc effectivement, tu as le partenaire qui se retrouve dans la relation, lui pense qu'il est toujours en relation, et de l'autre côté, l'autre est à nouveau, cette fois-ci, il est en lien avec toi, il est plus du tout en relation. Mais je te demanderais si ça ne te dérange pas parce que d'ailleurs c'est toi qui as très justement
moi, j'étais plutôt dans les cadres relationnels et je me suis rendu compte de la limite de mes théories. Et c'est toi qui as introduit cette notion de relation-lien avec justesse d'ailleurs. Donc, je te demanderai pour nos auditeurs, euh, dans les grandes lignes évidemment, de nous redéfinir dans une certaine mesure qu'est-ce que tu entends par une relation, c'est-à-dire basée sur la réciprocité, un minimum de responsabilité des deux partenaires, basée sur les devoirs et les responsabilités, et le lien qui est plutôt quelque chose où il y a beaucoup moins d'obligations, où on a... Explique-nous un peu les différences entre une relation et un lien pour avoir une image un peu plus claire. Même si les gens peuvent le comprendre, mais j'aimerais quand même qu'on en parle un tout petit peu. Dans une relation, il y a un échange profond qui se fait. Ok, Voilà. d'accord. Donc, il y a une dimension émotionnelle. Ok, Dans un lien, il n'y a pas réellement de dimension émotionnelle, ou alors elle est très fine. Elle n'est pas très importante. c'est ça. J'aime bien prendre des exemples pour illustrer mon propos. Je dis bonjour à mon pharmacien. Ça fait 15 ans que je lui dis bonjour, je ne le connais pas et il ne me connaît pas. C'est ça. On parle de la pluie et du beau temps, mais on échange qu'à un niveau très superficiel. C'est ça. Voilà. Et puis après, j'ai un voisin qui, lui, je le connais que depuis 3 ans. Ok. Mais par contre, nos échanges sont extrêmement profonds. Mhm. J'apprends des choses sur lui et il apprend des choses sur moi. Où on se donne, on est vulnérable. On laisse apparaître des choses qui sont de l'ordre de la vulnérabilité, de la sensibilité. Il y a une confiance dans l'échange et il y a une profondeur dans cet échange. Il y a une véritable réciprocité. Voilà. Il y a un vrai partage. Et donc, c'est une rencontre significative. Voilà. Le pharmacien, c'est pas quelqu'un, c'est pas une rencontre significative. Ok. Pourtant, je le connais depuis plus longtemps. C'est une façon de parler. J'ai pas dit que c'était le cas avec mon pharmacien. Non, non, mais j'ai Parce compris. que si mon pharmacien, Donc en fait, tu as mis si mon ici. pharmacien nous regarde, il va se dire, ben ça alors, si j'avais su. Ok, donc toi, tu mets comme un des prérequis de la relation l'acceptation de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, sans vulnérabilité, ben, tu peux pas aller dans la profondeur. On reste en superficie. On reste dans des choses qui sont de surface. Donc, Mais oui, t'es pas en relation, en fait. En fait, ça empêche la profondeur. Si je suis pas vulnérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord de un, que je ne peux pas être authentique avec toi, j'ai peur de toi en quelque sorte. Oui, Être oui. vulnérable, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, si l'habitant pouvait dire, bah tu sais, ici, par rapport au dessin projectif, ça me fait un peu peur, parce que quand on concrétise les choses, moi, je sens quand même, j'ai l'impression d'être englouti, d'être envahi. Mhm. Bah, à ce moment-là, il y a un échange qui s'opère. Oui, tout à fait. Mais il peut pas faire ça, parce que le problème, c'est qu'il se présente d'une certaine manière. Tu peux pas prédire, pardon, j'ai peur. Mhm. Pour lui, c'est vu comme étant faible. Donc, il va pas le dire. Or, en fait, de cette manière-là, il s'écarte d'une possibilité de pouvoir être profond, de pouvoir de partager un niveau beaucoup plus profond avec son partenaire. C'est ça. Ouais. Donc, en général, même l'évitant dans les autres domaines de sa vie, la profondeur n'existe pas. On est souvent des niveaux superficiels. Mhm. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'évitants qui ont quand même des relations un peu plus profondes avec un meilleur ami ou une meilleure amie depuis... ça existe clairement. Mais d'une manière générale, si on demande aux collègues, imaginons qu'ils soient dans le salariat, on demande aux collègues d'un évitant s'ils le connaissent, pas tant que ça, et même ceux qui sont proches. En fait, la profondeur avec eux est possible sur des sujets théoriques qui ne les impliquent pas. Voilà, c'est ça. Ils ne doivent pas être impliqués émotionnellement. C'est ça. Voilà. En général, alors il n'y a pas de problème, ils peuvent aller très en profondeur, mais parce qu'ils ne sont pas concernés, eux, personnellement, par rapport à ça. Et c'est très intéressant parce qu'ils peuvent être très profonds, par exemple, sur des relations de personnes autres qu'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils peuvent avoir quand même une profondeur d'analyse sur toute une série de sujets sans problème. qui ne les concernent pas et avoir une incapacité totale de voir ça chez eux-mêmes. Oui, parce que ça les remet en cause et surtout, d'une certaine manière, ils perdent de leur superbe. Si je me présente presque comme une personne sans défaut, puisque dans les faits, je suis responsable de rien, c'est les comportements qui montrent en fait l'état d'esprit dans lequel on peut entrer. Si j'arrive à te culpabiliser dans ma prise de distance et que moi j'ai strictement rien à voir, ça veut dire que j'ai quand même une certaine idée de qui je suis, ou en tout cas, du moins, de qui je veux laisser
apparaître au grand jour. Donc c'est pour ça que la question du faux self ici est très, très importante, parce qu'elle permet de se protéger, en quelque sorte, de protéger ce côté très intime qui n'est partagé avec personne, en fait, cette dimension émotionnelle dont on a des émotions réprimées, on a toute une série de choses qui sont jamais exprimées. Et le faux self permet justement d'avoir une image de quelqu'un d'affable, de conciliant, d'être à l'écoute, etc., etc. Et ça passe très très bien. Oui, c'est Donc, ça. en fait, on a souvent une dichotomie entre le personnage qui est présenté à l'extérieur, qui paraît, tout le monde adore les évitants, hein, sur le plan social. Oui, ils sont assez, enfin, c'est des gens qui en général sont intéressants, hein, c'est pas. Oui, mais non, Oui. mais c'est important ici Oui, de oui. dire que il y a une dimension sublimée ici de Oui, la oui, part de l'évitant. Donc, en fait, ce personnage ne peut pas exister. Mais parce que on est tous nés, comment dire, avec des imperfections, avec des défauts et tout ça. Alors, je suis pas en train de dire que les autres profils veulent laisser apparaître leurs défauts. non, C'est pas bien ce que je sûr, dis bien non sûr, plus, hein. bien sûr. Mais disons que dans une relation intime, cette vulnérabilité laisse apparaître les points de faiblesse. Et pour eux, ça, c'est une destruction du faux self qui est confondu comme le vrai self, donc c'est un effondrement psychique qui risque. Donc, ouais. Et vouloir garder son évitant ici, c'est surtout pas lui renvoyer une image de certaines de ses caractéristiques qu'il n'a jamais voulu voir. Alors là, on aborde une question qui m'intéresse beaucoup, Arnaud, parce qu'on l'a beaucoup exploré, mais on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord éventuellement sur sa signification réelle et sur les termes à utiliser. Donc tu penses que derrière, finalement, ce que l'évitant cherche à cacher, ce faux self, j'ai pas envie de changer de sujet, mais c'est parce que c'est lié au sujet, c'est finalement... Il cherche à cacher son vrai self. Hein. il cherche à cacher son vrai self. Mais donc, pour toi, pour en revenir à la discussion lien-relation, cette absence de vulnérabilité qui finalement, par définition et par ricochet, l'oblige à être dans des relations superficielles, parce que si finalement il y a de la vulnérabilité, il rentre en relation. S'il y a de la vulnérabilité, il pourrait finalement... Il s'active et quelque part, l'autre pourrait prendre le contrôle par le biais justement du fait qu'il est vulnérable. Oui, parce qu'attention, la vulnérabilité, c'est sa croyance, bien sûr. Parce qu'attention, une des raisons du refus de la vulnérabilité, c'est le sujet de l'émission, c'est le contrôle. Si à un moment donné, moi je suis vulnérable et que je m'ouvre, l'autre pourrait prendre contrôle sur moi. Exactement. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est petit. Hein. Oui, c'est important tout à fait. C'est pour ça que je ne laisse pas apparaître, en faisant de la répression émotionnelle, je ne laisse pas apparaître ma réalité telle qu'elle. Oui. Donc, ça veut dire que celui qui m'observe voit quelqu'un de tout à fait tranquille, alors que pour autant, je suis clairement dans une détresse émotionnelle. Mais tu ne le verras pas. Mais donc, ça continue plus tard. Mais oui, bien sûr, mais c'est un énorme problème, Arnaud, parce que donc, je peux pas apparaître comme étant vulnérable. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis pas vulnérable non plus. C'est-à-dire que je peux très bien être vulnérable. Je ne veux pas te le montrer. Mais tu le verras pas. C'est ça. Mais oui, parce qu'en fait, on est véritablement face à un profil où le décalage entre ce qu'ils ressentent à l'intérieur et ce que leur corps ressent et la réalité de ce qu'ils t'expriment est, on va dire, diamétralement opposé, carrément. C'est juste, hein? Oui. On a vraiment des gens qui... on prend l'exemple du coquillage, là. Tu te rappelles de l'exemple du coquillage où la personne est en relation, en lien, en lien avec son partenaire et sait que son partenaire aime un certain type de coquillage qui est très très rare, l'homme en question va passer toute sa journée à chercher ce coquillage sur la plage. Il va passer des heures et des heures jusqu'à ce qu'il en trouve un. Et le soir, quand il rentre à la maison, il lui jette sur la table, il dit « Oui, je viens de le trouver en bas de la maison. » Juste pour pas dire si j'ai cherché autant d'heures, c'est que tu as beaucoup de valeur pour moi et ça me rendrait vulnérable. En fait, voilà le niveau de décalage qui existe en fait chez eux. Mais alors, pour en revenir lien-relation, ici dans la phase 2, ouais, c'est le chat qui... le pauvre chat qui lui arrive. Donc dans la phase 2, finalement, on glisse dans un lien qui n'est jamais nommé et qui quelque part est imposé d'une manière unidirectionnelle au partenaire qui, lui, ne comprend pas ce qui se passe. Et justement, dans cette phase-là, Arnaud, comme on l'a expliqué, soit tu te soumets à cette logique unidirectionnelle, je résume, hein, et tu m'arrêtes si je me trompe,
soit tu ne te soumets pas, tu résistes, et à un moment donné, la relation va casser. Oui. Ou alors, chez les manipulateurs, on retourne cet évitement contre l'évitant et on peut vivre dans une forme de mensonge et on va profiter de l'évitant en utilisant son évitement contre lui. C'est cela? Ça, c'est tout à fait quelque chose de possible, effectivement. C'est ça, hein? Oui. C'est ça. Mais je crois qu'on a fait le tour de la question. Donc, c'était un sujet très intéressant. Oui, oui. Et c'était... enfin, en tout cas, on va le répéter aux partenaires, vous n'êtes pas fous. Vous n'êtes pas fous. C'est quelque chose... Oui, c'est important. Oui, c'est important parce que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier à vivre. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans cette situation où vous ne comprenez pas... Et c'est très difficile d'ailleurs d'expliquer sa propre situation à l'extérieur. Mais oui, parce qu'en fait, on a du mal à mettre des mots là-dessus. Hein. Non seulement on a du mal à mettre des mots, mais il ne faut pas oublier que l'évitant règne à l'extérieur avec son faux self. Tout à fait. Donc, tout à fait. Ça veut dire que tous ceux qui voient son faux self ne peuvent pas imaginer en fait qu'il puisse être capable de faire cela, ou en tout cas de vivre comme ça en place dans la dynamique relationnelle. Dans l'intimité. Voilà, c'est important. C'est ça. Alors, une dernière chose, excuse-moi, avant de terminer l'entrevue. Quand tu reçois tes patients qui sont dans cette situation-là, on va commencer par les anxieux. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil et comment tu gères cet état de détresse, justement, dans la phase 2, dans les deux phases de la phase 2? Parce que dans la phase 3, je crois que c'est fini. En fait, ils sont déjà morts, en fait. Comment tu fais pour gérer cette... Mais déjà, la première chose, je le dis toujours, parce que c'est... Enfin, je veux dire, là, on décortique, ça semble plus ou moins clair, mais la réalité, c'est que la majorité des partenaires ne savent pas ce qu'ils sont occupés à vivre. Ok. Donc, la première chose, déjà, c'est de pouvoir les entendre, de pouvoir les écouter par rapport à leur souffrance. Moi, dans mon cas ici, de pouvoir mettre dans un premier temps des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, de manière aussi à les tranquilliser avec ce qu'ils vivent. Ce que vous vivez, vous n'êtes pas le seul ou la seule à le vivre. Il y a une liste. Voilà. Il y a une queue jusqu'à... Vous vivez tous la même chose. C'est ça, vous vivez tous la même chose. Avec des nuances différentes. Des petites nuances, mais voilà, rien que ça déjà, c'est... alors ça change toujours pas la donne, hein, ici. Mais ça, ça tranquillise quand même déjà pas mal de savoir qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas dingue, bien que tout nous laisse à penser qu'on puisse l'être. Voilà. Mais comment tu fais? C'est-à-dire que tu leur fais prendre conscience de la dynamique en jeu, tu leur fais prendre conscience de ce qui se passe. J'explique ce qui se met en place. Comme ça, ils peuvent faire un choix plus éclairé. Tu leur donnes plus d'outils pour réagir, en fait. Oui, c'est ça. Donc ici, c'est évidemment pas se substituer au patient ou au client. Je veux dire, chacun fait le choix qu'il doit faire en âme et conscience, et surtout par rapport à ses capacités et sa situation de vie. Tout le monde n'a pas la même situation de vie. C'est ça. Donc les choix n'ont pas le même poids selon qu'on soit dans telle ou telle situation de vie. La question ici, c'est de savoir, est-ce que avec un évitant qui a décidé de ne pas se prendre en charge lorsqu'il est dans une relation amoureuse, des fois avec des enfants, des fois depuis de nombreuses années et tout, est-ce que, on peut changer la donne pour quelqu'un qui serait anxieux, par exemple, puisque tu me poses la question de l'anxieux. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui changera. Ok. Voilà, il faut le savoir. Attends, donc, je résume ce que tu viens de dire. Donc, tu veux dire que si quelqu'un cherche une relation dans le sens plein du terme, comme on vient de l'expliquer, ça veut dire avec une réciprocité, une possibilité de vulnérabilité, et justement cette profondeur, et que tu es face à un évitant non travaillé. Je parle de ceux qui sont déjà en relation avec des évitants depuis des années. Ah oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, ok. Et donc la question, c'est de savoir, après s'être rendu compte qu'on n'est pas complètement dingue, est-ce que les choses peuvent changer? Oui. Avec son évitant? Ben non. Il n'y a rien qui changera, et ça, j'essaye quand même de leur dire. Tant qu'il ne fait pas un travail. Mais parce qu'en fait, beaucoup de choses ont déjà été testées. Les gens, en fait, n'attendent pas d'aller voir un psy ou un coach pour tenter des choses. Donc, ils ont déjà tenté par eux-mêmes de changer les choses, mais il y a vraiment un barrage ici, c'est que très souvent, l'évitant ne se reconnaît pas comme évitant. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour lui, il a souvent rien à voir avec tout ça. Et la seconde chose, c'est que... Quand il se reconnaît comme évitant,
il y a toute une série d'autres arguments qu'il utilise. D'ailleurs, il faut qu'on parle de ça. Ça, c'est encore, ça. mais ça, c'est encore, ça, c'est encore autre C'est vrai que chose. j'ai oublié Mais d'aborder disons, cette question. Oui. mais disons que comme l'évitant a du mal à faire un état des lieux, en fait, pour faire de l'introspection, pour se remettre en question, il faut d'abord pouvoir faire un état des lieux. Pour pouvoir faire un état des lieux, il faut quand même un câblage émotionnel minimum. Comme en général, il se présente comme une victime, puisqu'il se présente souvent comme une victime, hein, pour lui c'est normal d'être une victime, enfin il se voit comme une victime, donc c'est très difficile de voir s'opérer un changement naturel qui se ferait sur base de rien du tout d'un évitant par exemple. Pour cause, il y a beaucoup de témoignages de partenaires d'évitants qui vont dans ce sens où ils interpellent leur évitant et l'évitant renvoie toujours en touche. Mais ça se fait pas, sur 1 an, 2 ans, des fois c'est sur plusieurs années. Et donc, au bout d'un moment, c'est le système nerveux du partenaire qui en prend un coup, puisqu'il n'y a jamais de réponse. Il n'y a pas de réponse émotionnelle. Il n'y a plus qu'un système qui est toujours en stress, en anxiété, qui va demander toujours, en espérant pouvoir changer quelque chose dans la donne relationnelle. Et en réalité, il n'y a jamais rien qui change. Parce que pour que quelque chose change, il faudrait au moins que l'évitant reconnaisse certaines choses. Mais c'est très difficile pour lui de reconnaître, puisqu'il ne se reconnaît même pas comme étant évitant. Dans la plupart des cas, ils ne se reconnaissent pas comme étant évitant. Est-ce qu'au moment où ces questions sont posées très précisément et que l'évitant esquive les réponses et qu'il les évite, est-ce qu'on est toujours dans l'ordre de l'inconscience? Non, alors là, pour le coup, c'est une très très bonne question. Sam a dit, elles sont toutes bonnes, hein, mais celle-ci, elle est vraiment pertinente parce que ça demande une réponse qui me semble importante pour ceux qui se trouvent dans cette situation-là. Lorsqu'on peut pointer du doigt quelque chose de factuel, par exemple, tu me trompes, j'ai regardé, je vois je suis tombé sur tes messages. Là, l'évitant ne peut pas dire je suis pas conscient de ce qui se passe. La question, c'est comment est-ce qu'il répond à ça. Et donc, ici, en général, il botte en touche. C'est pas de sa faute, on l'a mis dans un stress, ou alors ça s'est pas réellement passé, donc il y a toujours cette réponse avec confusion. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de responsabilité émotionnelle. Quand il y a l'incapacité d'avoir une responsabilité émotionnelle par rapport à un acte qu'on pose qui est complètement factuel et qui ne relève pas de mécanismes de défense qui sont effectivement pas visibles comme ça a priori, il n'y a pas de conscient, pas conscient. Cette chose-là, elle a été faite. On a bien ta main avec plein de confitures et le pot juste à côté. Je ne veux pas dire, je ne suis pas conscient de ce qui se passe. C'est ça. Donc là, on peut plus parler on peut plus parler de processus inconscient. Mais non. Peut-être que alors là, si on pose la question, on parle ici de tromperie et tout. Ce qu'on voit très souvent, c'est que les évitants, en tout cas certains d'entre eux aiment bien aller flirter. On peut parler du processus inconscient qui se cache derrière aller flirter. Le problème de validation externe, le fait de ne pas se sentir enfermé dans une relation, engagé, toujours un pied dedans, un pied dehors. On peut expliquer ça. C'est ça. Je ne dis pas que ça, l'évitant est conscient de ça. Ça, c'est autre chose. C'est ça. Lorsqu'on attrape la main dans le pot de confiture, il a bien la main dans le pot de confiture. Et il ne peut pas dire « c'est pas conscient ». Voilà, et que les choses soient claires. Par contre, comment est-ce qu'il va réagir par rapport à ça? Et ça, c'est intéressant. En général, il y a plusieurs possibilités, mais en général, il dira soit on oublie tout, ça n'a rien de faire tout un fromage pour ça, ou alors c'est pas moi. Oui, ma main est pleine de confiture. Je vois bien qu'elle est pleine de confiture, mais c'est quand même pas moi. Ouais. Ou alors
on retourne la chose contre l'autre, c'est ta faute, si, ceci, voilà. Donc, le côté victimisation, parce que de toute façon, ça peut pas être lui. Donc là, il y a quand même une partie de conscience qui est claire, on va dire. Non, là, on est dans carrément Ouais. des stratégies de défense conscientes. Hein. Ok. C'est pas Non, mais c'est genre, important parce que oui, non, c'est pas totalement inconscient. Et Il y a quand des- c'est factuel. Quand c'est factuel. À partir du moment où les choses sont nommées, sont claires, Voilà, là, il n'y a pas d'inconscient C'est conscient. C'est clairement conscient. Maintenant, si on me dit tout ce qu'il a amené, tout ce qu'il amène à vouloir flirter, ça, c'est pour la plupart, ils sont pas ok, conscients. mais par exemple, un exemple que tu m'as donné, par exemple, il me semble que dans une de tes consultations, tu avais un patient évitant qui est venu te dire, voilà, oui, c'est vrai, j'ai accepté le dessin projectif de mon partenaire, mais là maintenant, je ne le veux plus et je ne peux pas lui dire. Qu'est-ce que je devrais faire? Par exemple, si le partenaire à ce moment-là pose la question à l'évitant, oui, mais finalement, est-ce que tu veux ou tu ne veux pas, et que lui reste dans le flou et l'ambiguïté. Ici, le flou et l'ambiguïté de la non-réponse par rapport au projet est une stratégie consciente. Tout à fait. À partir du moment où les choses sont nommées, Ok, elles sont pointées et elles sont factuelles, c'est quelque chose qui vient à la conscience. c'est ça, Donc, c'est quelque chose qu'on doit traiter. c'est ça. On peut pas dire ça se traite en background. Ok, Non, non, ça se traite clairement. La chose est déposée, elle est devant moi, je la vois. Voilà. c'est ça. Tu m'as dit, tu prends l'exemple ici de quelqu'un qui se retire du projet du dessin projectif parce qu'il y a une des choses du dessin projectif qui ne Qui ne lui convient qui ne pas. le convient absolument pas. Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il met en place en fait une stratégie donc consciente ici pour échapper à cette condition qu'il ne peut pas respecter? Ça, c'est conscient. C'est conscient. Donc ici, le flou et l'ambiguïté est la non-réponse. Parce que bon, je suppose que le partenaire ou la partenaire qui avait ce projet avec cette personne, s'il lui pose des questions, comment ça se fait que ça se met pas en place, et qu'il reste du flou et de l'ambiguïté, là, on est dans un processus conscient. Oui. Mais là où ça devient un peu Mais donc, problématique, c'est que s'il insiste un tout petit peu, le partenaire, en général, ici, on a quand même pas mal aussi de documentation sur ce qu'on appelle les inversions accusatoires. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, oui. on accuse l'autre de la raison pour laquelle le projet ne se met pas en place. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un truc aussi, c'est aussi un classique. C'est aussi un classique, ça. C'est Et un quand on fait ça à quelqu'un qui, lui, tient à la relation ou veut de la relation, c'est un peu comme si on lui fait porter la responsabilité, en réalité, du fait que l'évitant ne veut pas avancer dans le projet d'engagement, par exemple, et fait croire à l'autre que le problème, c'est lui. Oui, c'est ça. Donc souvent, ce qu'on va trouver, c'est de fausses excuses C'est ça. qui pourraient être objectivement, tu vas voir ton psy, tu dis oui, parce que ceci, parce que cela, le psy dirait, ah ben, Il valide. bah, il va valider ça. La question ici, souvent, c'est que c'est pas la réelle raison. Ouais, c'est ça. C'est juste quelque chose C'est qu'on juste, utilise comme paravent. voilà. Et Ok. puis, si on va aller gratter un peu plus loin et on va voir plus profondément, là, on va observer autre chose. Mais évidemment, ça, c'est très, très compliqué de pouvoir se responsabiliser pour un évitant. Donc, en général, il va pas le dire, mais parce qu'en fait, c'est trop confrontant. Oui, c'est ça. C'est trop confrontant. Et donc, il peut pas assumer, en fait, qu'il veuille plutôt ça. Donc, comme il peut pas l'assumer, il va utiliser quelque chose qui pourrait apparaître comme étant la chose en question importante, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est juste un paravent. C'est un paravent, c'est ça. Dernière chose, c'est après avoir décrit le malaise relationnel, l'asymétrie et justement ce qu'on vient d'aborder maintenant, quand les évitants... Ah oui, j'ai oublié, dernière chose avant. Excusez, à chaque fois j'oublie une dernière chose. L'émission deviendra très longue, mais c'est pas grave, je pense que le sujet va intéresser les gens. Quand les évitants viennent te voir et qui prennent conscience justement de tout ce qu'ils mettent en place, comment tu fais pour traiter ça? Ça veut dire que est-ce que tu rentres dans une logique où tu essayes de reconstruire leurs croyances? Ça veut dire que tu essayes de leur faire comprendre, par exemple, que vulnérabilité ne veut pas nécessairement dire que tu vas mourir ou que tu vas être écrasé par l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, la première chose... Parce que tu as pas mal d'évitants, c'est pour ça que je pose la question. Oui, donc la première chose ici, c'est qu'en général, les évitants viennent nous voir pour des choses extrêmement précises. Des choses qu'on peut leur reprocher, par exemple, dans leur couple, ou une difficulté précise qu'ils ont dans leur relation. Oui. Et donc, moi, c'est ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'éclaire toute cette partie-là. Ok. Parce qu'une fois de plus, évidemment, il suffit pas d'être conscient pour pouvoir changer de comportement, on est tout à fait d'accord. Par contre,
ce que j'observe, c'est que le niveau de conscience et d'enjeux qu'il y a dans la réalité et qui échappe complètement à l'évitant, c'est quand même très très important. Il y a un écart vraiment très très important entre la conscience qu'il a de ce qu'il met en place et des enjeux et des conséquences et la réalité de tout ça. Donc la première chose, c'est d'éclairer ça. On ne comprend pas son partenaire, pourquoi est-ce que son partenaire réagit comme ça alors que, voilà, bon. Ben, la première chose qu'on fait, c'est qu'on éclaire. Ok, vous agissez comme ça, votre partenaire agit comme ça, vous agissez pourquoi comme ça, ben parce que ceci, parce que cela. Par contre, il ne comprend pas pourquoi est-ce que son partenaire ceci, cela. Ben, la première chose qu'on fait, c'est qu'on explique tout simplement. Une fois que les choses sont expliquées, que les choses sont entendues et comprises et donc ils ont maintenant accès en fait à la version ou plutôt à la manière dont l'autre perçoit les choses et vit les choses. Donc ça veut dire que sa réalité maintenant est beaucoup plus sa prise de vue sur la réalité est beaucoup plus exhaustive, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de lui et de ses sensations, mais c'est aussi de lui, ses sensations, et de l'autre et ses sensations. Bon. C'est ça. Et l'impact sur la relation aussi. Et l'impact sur la relation. Voilà. À partir de ce moment-là, on a l'évitant va faire part ensuite des difficultés qu'il a à pouvoir, par exemple, on peut imaginer il est très compliqué pour lui de rester dans une conversation confrontante. On sait aujourd'hui pourquoi, enfin, avec tout ce qu'on a dit. Bon, eh ben, c'est qu'on essaye de mettre en place des stratégies qui vont lui permettre de rester dans une discussion qui est plutôt confrontante. Et avec ça, sans se sentir menacé, en expliquant effectivement que c'est pas lui qui est visé, parce qu'il pense toujours que c'est lui qui est visé. C'est toute critique, en fait, il le prend contre lui, quoi. C'est vécu comme un désamour, à lui faire comprendre déjà ça, que c'est pas du tout le cas. Tu dois reconstruire ses croyances. Ben là, il y a une reconstruction des croyances, mais très précise, hein, par rapport à une situation très précise, et à la fois des stratégies de coping, hein, des stratégies de mise en place de stratégies qui vont lui permettre de pouvoir rester dans la relation, notamment le fait de pouvoir exprimer à un moment donné le besoin de se retirer, ou la nécessité de se retirer en l'exprimant. En général, l'évitant part, il dit rien du tout. Hein, je veux dire, c'est ça. Et l'autre, on le regarde un peu bizarrement. Mais ça arrive très souvent, ça. Mais en réalité, mais donc ici, mettre par exemple des mots sur, voilà, ça a été pour moi, c'est pas évident de rester dans une situation qui est confrontante comme ça. Je comprends effectivement ton point de vue. Ça me permet aussi d'avancer par rapport à ça et aussi de te montrer que je fais des efforts. C'est ça. Pour pouvoir, alors que c'est pas facile pour moi en tant qu'évitant. Donc, lorsqu'on a mis en place les stratégies opérationnelles pour ce type de situation en particulier, eh ben, je vais demander, à mon évitant, évidemment de mettre ça en pratique, puisque c'est le but, et ensuite de noter toutes les difficultés qu'il aura rencontrées dans les situations qui se sont présentées pour qu'il puisse justement mettre cela en pratique. C'est ça. Et donc, comme ça, on avance de fil en aiguille. Et puis, quand on a passé... Tu arrives à faire un travail avec eux comme ça, quoi. Oui, mais c'est laborieux, hein, c'est lent, parce que c'est pas facile. L'évitant, pour lui, il y a toujours des peurs. Hein, il est paralysé tout le temps, en fait, par ses peurs. On ne se rend pas toujours compte de ça, mais il est fortement paralysé par ses peurs. Et surtout avec des croyances qui sont des croyances altérées, en fait. Hein, mais ces croyances altérées vont jusqu'au vocabulaire. Et c'est pour ça que c'est le dernier point que je voulais aborder avec toi. Parce que tout ce qu'on vient d'expliquer sur la symétrie, sur le malaise et tout ce qui s'ensuit, il faut bien savoir que l'évitement produit des stratégies comportementales extrêmement sophistiquées. C'est-à-dire que tu n'es pas face à... C'est vraiment quelque chose qui s'est construit petit à petit. Donc quand tu te retrouves à devoir expliquer ces choses-là à un évitant, l'évitant a un arsenal argumentatif qui est extrêmement élaboré. Donc, pas tout ça. Pour moi, je veux dire, la majorité des évitants que j'ai... ne sont pas des gens qui vont se défendre leur position d'évitant ou quoi que ce soit. Ils viennent avec une difficulté, ils se rendent compte en regardant les vidéos. Souvent, on leur envoie des vidéos, c'est des amis.
on leur envoie des vidéos et puis ils se rendent compte, bon, ben, je suis quand même obligé de me rendre compte qu'on parle de moi, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, ils sont pas toujours dans une stratégie défensive. Non, je te parle des éventuels arguments qui peuvent opposer instinctivement face à ces situations. En général, ces arguments, c'est un peu des arguments qui sont souvent des arguments qui individualisent le problème. C'est-à-dire, on est toujours dans, ben oui, moi c'est ce que je suis, c'est mon histoire, voilà ce que j'ai à offrir. À l'autre de voir si ça l'arrange ou pas. C'est-à-dire, on invoque un peu la compatibilité et l'incompatibilité. Eux, je les ai pas. Voilà, moi, je peux parler que de. Ben c'est surtout les dialogues qu'on a eu avec les évitants sur. Oui, c'est ça. Mais moi, ça, au fond, pour moi, les vues de l'esprit, c'est. T'as pas eu ça en fait, toi en thérapie. Moi, bon, voilà, moi en thérapie, j'ai des gens plutôt, comment dire, ben, qui ont quand même envie oui, puisqu'ils viennent te voir en thérapie, c'est que. qui comprennent qu'il y a un qu'il y a un problème, quoi. Qui ont vu déjà beaucoup de vidéos, donc c'est pas genre. C'est pas des intellectuels qui veulent intellectualiser, venir dans un débat non, intellectuel. Pas du tout. J'ai des gens qui sont très conceptuels et tout, mais par contre, le point commun entre toutes ces personnes, c'est que en général, elles ont l'envie d'en changer. Elles ont l'envie de comment dire, d'avancer dans quelque chose qui complique quand même leur relation. Parce que justement, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a toute une série de paradoxes, il y a toute une série de peurs. Et je pense que, d'ailleurs, beaucoup d'évitants disent que s'ils viennent en consultation, c'est parce qu'ils ont d'abord regardé la vidéo. C'est ça. Et donc, ça leur parle bien. C'est-à-dire que nous, dans notre chaîne, on a quand même décidé d'aborder ça sous l'angle des conséquences relationnelles, donc sur l'impact que ça a sur la relation elle-même. Et justement, on décortique un tout petit peu tous ces processus de la perspective de l'évitant, de la perspective des partenaires et surtout, conceptuellement, de la perspective de la relation. Et c'est pour ça qu'on insiste autant là-dessus. Et en tout cas, moi, les discussions que j'ai pu avoir avec les évitants qui essayaient d'intellectualiser finalement tout cela, c'était si on est incompatible, on est incompatible. C'est-à-dire qu'ils invoquent très souvent l'incompatibilité individuelle, mais jamais ce que moi j'appelle l'incompatibilité structurelle. Par exemple, quand on vient d'expliquer tout ce qu'on vient d'expliquer, la question légitime qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces comportements-là sont compatibles avec ce qu'on appelle une relation dans le sens plein du terme? Non. Alors à ce moment-là, à cela, il y a la parade. C'est finalement qui vous êtes pour définir la relation. Nous, on veut définir, on revendique le droit de définir la relation comme on l'entend. Oui, mais c'est plus une relation, c'est un lien. Mais non, mais nous, on a décidé que c'est une relation. Oui, ça, je te laisse faire parce que c'est plutôt ton domaine à toi. Oui, c'est mon domaine. Oui, c'est ça. Moi, j'essaye d'aider des gens qui ont des difficultés avec ce qu'ils vivent dans leur relation. D'ailleurs, qu'ils soient sécures, anxieux, dépendants affectifs. Ou évitant. Pour moi, ça change pas grand-chose. Non, mais bon, toi, tu es... Voilà, donc on a besoin d'aide, et effectivement, je veux dire... ce qui me préoccupe, c'est ça. Je veux dire... Non, mais toi, tu es psychologue clinicien. D'ailleurs, je le rappelle, psychologue clinicien, tu n'es pas que psychologue clinicien. Si tu n'étais que ça, psychologue clinicien, thérapeute de couple. Ça veut dire, en fait, tu es un vrai thérapeute de couple. Tu es formé pour la thérapie de couple. Tu es spécialisé dans, en tout cas, ton travail de fin d'études, ça s'est basé sur l'évolution du couple. Donc, tu comprends parfaitement l'évolution. C'est en sexo, c'est en sciences de la famille, la sexualité. Oui, c'est vrai que tu es sexologue aussi. Oui, tu es sexologue aussi. Et donc, tu as étudié la manière dont le couple a évolué des sociétés plutôt traditionnelles aux sociétés postmodernes, donc actuellement, et on voit en fait finalement qu'on est dans deux univers différents. Et donc, tu connais tout ça. Et donc, je pense que toutes ces couches t'ont permis de comprendre et aborder l'évitement sous un angle qui est complètement différent d'un psychologue clinicien classique. Tu as beaucoup plus je dirais, de casquettes que cela. En tout cas, moi, les arguments que j'ai entendus, c'est ça, c'est l'incompatibilité individuelle. Si ça ne te convient pas ou si ça ne convient pas, l'autre n'a pas à accepter. Le problème, c'est que si on est dans le flou et l'ambiguïté, c'est difficile de dire qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas. Enfin, mais là, on a une réponse aujourd'hui. Oui. Donc, le fait de pouvoir se retirer d'une relation qui peut, comment dire, être toxique, puisqu'on perd on est dépossédé de son soi. C'est ça. C'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer. Oui, tout à fait, bien sûr, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'était important de le mettre en exergue et de dire effectivement qu'il y a des phénomènes de hacking
à la fois du Élaboré, système, hein. à la fois du système et à la fois du système nerveux. C'est ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir, Arnaud. Je te remercie beaucoup. Mali, merci. Et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine entrevue. Ok, Merci beaucoup. salut. Au revoir.